Donc, encore une fois, merci Martin, Robert, de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être ici. Pour moi, là, c'est la première fois que je parle de ces choses que j'ai écrites, mais c'est la première fois que je fais un discours formel sur ça. Et mon message va être très simple. Je veux vous montrer et je veux argumenter que DEI, c'est un cheval de Troie pour les universités. Qu'est-ce que je veux dire par là? Euh, EDI a des valeurs antithétiques, non éthiques, contre les valeurs d'une université. Et c'est peut-être une nouvelle pour vous, mais je veux vous dire pourquoi et vous montrer mon expérience que des groupes. Et ensuite, je veux vous dire que qu'est-ce que vous devriez faire pour ça, et particulièrement du point de vue de quelqu'un comme moi qui ne veut pas vraiment m'engager dans la politique. Je suis quand même un peu gêné ou j'aime pas parler, euh, mais je veux quand même amener et répondre à ces menaces et d'être capable de dire ce que l'on pense. Donc, ce que je vais vous donner, c'est ma propre réponse à la crise DEI et certaines alternatives de ce qu'une université régulière peut faire pour le combattre, parce que je pense que c'est important de combattre cela. Euh, on ne peut plus se permettre l'idée qu'on peut juste continuer de faire ton travail académique, et de complètement ignorer ce qui se passe. Donc, je vais vous montrer certains exemples là, qui, j'espère, vont fonctionner pour certaines personnes qui, encore une fois, ne veulent pas devenir trop politiques ou trop, mais de comprendre que c'est quelque chose de très important en jeu et on ne peut pas se permettre en tant que faculté de demeurer en silence. Donc, première fois, je veux vous donner un peu mon historique à cause de mon accent. Vous savez, j'ai un accent, donc je viens de Chili. J'ai commencé en France. Euh, j'ai déménagé aux États-Unis. J'ai fait mon doctorat à Chicago en 2006 à 2011 et je suis à Stanford depuis 2011 comme professeur. Et demander à n'importe qui au doctorat, et la première impression que vous avez quand vous arrivez aux États-Unis, c'est que les États-Unis, le système académique est très diversifié. J'aime ce qu'on voit en Amérique du Sud, qu'on voit en Europe ou en Asie. C'est pas semblable. Aux États-Unis, on voit euh, un système académique très diversifié avec des gens de partout au monde, différentes historiques socio-économiques et différentes ethnicités. Et c'est vraiment quelque chose de formidable. C'est la première chose qui vous frappe quand vous arrivez aux États-Unis. C'est quelque chose d'unique. Parfois, je pense que les Américains sont dans un sens, ils ne sont pas conscients de cela, mais c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. Les universités, le système universitaire aux États-Unis est très diversifié et je crois qu'il est diversifié parce que ça devrait être comme ça. Malheureusement, je n'ai pas compris son dernier mot. Donc, c'est quelque chose qu'on devrait toujours garder en tête lorsqu'on pense de DEI. Il y a eu beaucoup d'améliorations, d'équité, diversité, inclusivité, mais ils ne viennent pas de ce groupe, au contraire. Ce changement vient d'un système académique très compétitif qui va attirer des talents de partout au monde, hein. On a des gens avec zéro connexion, avec des accents mauvais comme la mienne dans les universités américaines et ça ne ça dérange pas. Et ça, c'est la réalité dans l'Ouest, mais ce n'est pas comme ça en France, ce n'est pas comme ça en Europe, ce n'est pas comme ça en Asie ou en Amérique centrale. Donc, ça, c'est le premier point que je voulais faire. Et je vais dire comme professeur, je suis apolitique jusqu'en 2020 où mes recherches n'exigeaient pas, moi, d'être politique, mais l'environnement était quand même assez ouverte là, à Stanford en 2020. Oui, j'entendais des choses comme les étudiants qui criaient après des conférenciers. Je sentais un peu de
politically correct, mais c'était quand même un peu loin de moi, là. Mais en 2020, on a expérimenté un changement quand même assez spécial et tout le monde est au courant. J'ai pas besoin, c'est pas une nouvelle pour personne, là. Juste au décès de George Floyd, là, il y a eu vraiment un changement drastique dans les campus et dans notre culture. À Stanford, on avait commencé à voir des déclarations politiques très, très fortes qui étaient faites par des administrateurs. Euh, Notre institution sont racistes, notre pays est raciste, on doit changer ceci et cela. J'ai aussi commencé à entendre des discussions sur forcer les gens à entrer dans la formation de DEI pour l'éducation à l'université. Il y avait des discussions sur l'importance, mais aussi d'amener ça dans différentes facultés. Ça, c'était un peu l'alarme qui a déclenché rapidement en moi et ça m'a fait réaliser que quelque chose qui n'allait pas bien, là. Évidemment, là, c'était une position de s'engager là, dans l'embauche de DEI. Vous savez ce que ça veut dire, hein? Les préférences de genre et de race. Mais davantage, j'ai vu euh, vraiment de la censure qui était autour de tout ça. Mes collègues, mes amis, euh, ils étaient très silencieux par rapport à quelque chose qui semblait tellement bizarre, la façon que l'université normalement se comportait. Alors, à ce point-ci, je me suis senti que je ne pouvais plus demeurer en silence. Ce n'était plus possible si je voulais me respecter parce que la fondation de l'académie était questionnée. La fondation d'une institution vraiment avait toujours été bonne pour moi. Et moi qui est un immigrant, donc c'est pour ça que j'ai décidé de parler. On a écrit des articles qu'on a entendu parler là, dans Newsweek en 2001 et c'était comme ma première sortie, si vous voulez, là. Euh, Anti-faculté EDI, si vous voulez. Donc, j'ai jamais été cancellé. Moi, j'ai été quand même très bien traité par rapport à Dorian là, et d'autres personnes. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas la raison. Peut-être mon accent m'aide. Moins, peut-être, je parle moins que Dorian, probablement, mais euh, moi, je suis dans l'école des affaires, donc c'est quand même très, très séparé par rapport au sujet. Mais j'ai jamais été annulé. S'il y a quoi que ce soit là, dans l'école des affaires de Stanford qui m'ont soutenu vraiment, vraiment. Donc, le premier point que je voulais faire ici, c'est combien de temps que j'ai en passant? Allô, quelqu'un peut me dire combien de temps que j'ai? Encore 30 minutes. 30 minutes, ouais. 3-0. Avant les questions. Donc, je pense que je vais être capable de terminer un peu plus tôt. Mais ce que je vais faire dans les 3-4 prochaines pages, c'est de faire le cas que le DEI est un cheval de Troie pour les universités et aussi, je pense que c'est un exemple d'échec de leadership. C'est un article qu'on a fait dernièrement avec Dorian dans Newsweek où on dit simplement que DEI, c'est une attaque sur nos valeurs occidentales, sur la liberté de discours. C'est une politique ou de mettre en place. Non, c'est des valeurs, c'est une idéologie et une idéologie qui est anti-éthique pour les valeurs des universités. Euh, et je vais vous démontrer juste par mes prochaines pages. Donc, c'est le premier point que je voulais faire. Et ensuite, après avoir fait mon point, je veux penser comment répondre, quoi faire essentiellement, particulièrement sur le point de vue de quelqu'un qui ne veut pas transitionner d'être académicien à, je ne sais pas, moi, un activiste politique ou quelque chose comme ça. Donc, laissez-moi vous montrer.
la croissance de la bureaucratie à Stanford. Ça, ce phénomène est définitivement connecté avec l'inclusion de l'idéologie DEI. Alors, on voit en 2015, il y a eu une augmentation énorme plutôt, là, dans la taille. Et la raison derrière ça, peut-être des incitatifs ou des incitatifs de régulation, la bureaucratie peut-être s'est métastasisée, si on veut, dans un sens. J'ai aucune idée pourquoi cette croissance, mais j'ai juste documenté que la bureaucratie a explosé hors contrôle, surtout depuis 2015. Et le résultat de cela, c'est que nous avons une bureaucratie qui est énorme. C'est très élevé, là. Il y a eu un article dans le Wall Street Journal dernièrement qui disait que à Stanford, on a 2000 facultés, mais on a 16 000 employés et 16 000 étudiants. Donc, le ratio d'employés aux étudiants, c'est de 1 à 1. Évidemment, ce n'est pas tout le staff qui est DEI, mais une grande partie le sont. Et je pense que la croissance, la bureaucratie DEI permet à cette idéologie d'entrer et de prendre le contrôle de l'université jusqu'à un certain degré. Donc, laissez-moi vous montrer les fruits de cela, la croissance complètement hors contrôle de cette bureaucratie. Alors, je vais vous montrer peut-être 5 exemples des fruits que vous pouvez vous attendre de la bureaucratie DEI. On parle encore une fois de Stanford, c'est mon expérience personnelle. Le premier, c'est ce qu'on appelle la boîte à outils antiracisme. C'est un document que vous pouvez trouver dans la faculté ou comme administrateur ou sur le site Web qui vous raconte comment vous devriez voir le monde et qui vous dit comment vous devriez endosser l'idéologie antiracisme, des mots comme blanche, blancheté, si vous voulez, là, qui vont vous dire pourquoi travailler pour être un antiraciste actif. Mais encore plus, ils vous disent comment reconnaître votre privilège, que vous devriez défier l'identité d'être colorblind, arrêter de dire je ne suis pas raciste. Et ils vont vous dire que vous devriez être champion pour des idées, des politiques antiracistes. Et souvenez-vous aussi là, que la liberté d'expression ne veut pas dire de régner, on doit prendre des actions. Donc, si vous allez à la liste des ressources, vous voyez des codes Nassisi, Abraham Kendi, Robin DiAngelo et rien d'autre. Donc, c'est quelque chose qu'on devrait s'attendre à avoir d'un site web du NGO de deuxième ordre, mais pas d'une université au sommet qui sait qu'est-ce que c'est que l'éducation. On ne parle pas, il y a une bureaucratie derrière tout ça, évidemment, là, publier ces choses-là et comme s'ils étaient l'idéologie centrale de Stanford. Donc, peut-être que vous dites, ah, c'est pas pertinent, l'université a tellement de groupes qu'ils essaient de, c'est difficile à contrôler, difficile à administrer même, mais je crois que ça vous montre qu'il y a des bureaucraties qui opèrent dans ce sens. Ils n'ont aucune idée quelle est la nature de l'institution pour laquelle ils travaillent est. Et ils ne comprennent pas que l'université n'a pas d'idéologie officielle ou une philosophie officielle parce que ça va totalement contre qu'est-ce qu'une université devrait être. Et on n'a jamais réglé l'idéologie officielle. Pourriez-vous imaginer ce qui se produirait si l'université endosse quelque chose comme le catéchisme de l'Église catholique ou une autre philosophie? Ça serait absolument horrible et tellement mal. Alors, évidemment, la mission de l'université et la nature de l'université, mais par contre, les administrateurs de l'université ne semblent pas comprendre que d'endosser l'antiracisme, c'est tout aussi
outrageux. Alors ça, c'est un des fruits. Une violation de l'idée que l'université devrait demeurer neutre, politiquement neutre. Et comme c'est vraiment clair, là, comme ça a été fait très clair à l'Université de Chicago et le rapport de Dorian. Un autre exemple de bureaucratique, c'est l'élimination de langage qui peut blesser. C'est une initiative, évidemment, mais au niveau universitaire. Donc, multiphase, multi-année pour adresser le langage dommageable au TI à Stanford. Alors, ce que ça devait faire, c'est d'enlever des mots blessants de nos communications Stanford, notre communication de site web à l'interne et aussi à l'externe. Donc, euh, si ce n'était pas absurde, là, ça a été pris par plusieurs journaux, là, plusieurs papiers ont même fait un article par rapport à cela en décembre, le 19, et ils ont noté que cette liste de 14 pages avait des mots comme américain, immigrant, maître, quoi d'autre, là, addict. C'était plein de mots qui étaient listés, qui étaient blessants. Il n'y avait pas d'explication pourquoi que le mot était blessant, mais ça a été un outrage public, là. Stanford a été ridiculisé dans les médias pendant une semaine ou plus. Éventuellement, l'université a été forcée à retirer cela de son site web et de complètement fermer. C'était tellement ridicule comme idée dans les médias, là. Et même les médias conservatifs que Stanford ne pouvait pas continuer, donc ils l'ont retiré, heureusement, de leur site web. Mais encore une fois, on voit la philosophie de DI qui opère derrière ça et on voit aussi comment c'est destructif, pas vrai? À quel point anti-éthique cette idée et les valeurs de l'université, et surtout la liberté d'expression, de l'habilité de choisir nos propres mots. Donc, l'autre exemple des fruits de EDI, là, un article qui démontre que Stanford a éliminé là, cette liste de pression. L'autre chose, la troisième exemple plutôt que je voulais vous mentionner, c'est un rapport anonyme sur un système qui a été mis en place dernièrement. Ça s'appelle le rapport d'identité protégée où les étudiants sont encouragés de se rapporter les uns les autres pour des billets. Non seulement on s'encourage à rapporter des billets, mais aussi, et par défaut, c'est de le faire d'une façon anonyme. Donc, encore une fois, un autre fruit, un autre produit de EDI à Stanford qui est totalement non éthique, sans bon sens. Et je pense que c'est un rappel des pires périodes de l'histoire humaine, là. Ça nous rappelle la Stasi en Allemagne de l'Est, un système qui promouvoit la pire chose de l'être humain, là. Ça va attirer des gens qui ont toutes sortes de colère ou veulent avoir revanche sur les oppositions idéologiques basées sur, encore une fois, des paroles. Alors, ce que vous allez rapporter sur ce site, vous allez rapporter des mauvaises choses et vous allez rapporter des idées qu'on ne trouve pas, qu'on trouve offensifs, des idées que tu interprètes comme étant hostiles à certains groupes identitaires, mais en tout et partout, c'est vraiment un système dangereux qui va contre les valeurs de base de l'université, comme j'ai dit, et je pense que ça fait avancer la notion qu'on est dans une jungle remplie de prédateurs
et ça encourage les étudiants d'être des gens qui vont amener leur propre loi. Euh, les gens lâches vont être capables d'attaquer les gens d'une façon, même attaquer les gens dans une classe où les gens se sentent jugés. Ah, tu as fait la mauvaise blague. Si tu as dit que les États-Unis, c'est la terre promise et tu as commis une microagression et tu peux être rapporté anonymement sans même savoir, sans faire face à ton accusateur et d'avoir la possibilité de te défendre. Alors, évidemment, ça a été repoussé et heureusement, ce système va être modifié. Et ils veulent enlever la partie anonyme, mais ils ont quand même là, des préoccupations significatives sur le système et l'effet que ça peut avoir là, sur Stanford. Donc, la quatrième exemple là, que je veux partager avec vous, c'était un événement récent de tirer un juge, hein, le juge Duncan, qui a été invité à faire un discours dans une fédération d'étudiants. Ils l'ont invité à parler de COVID, mais il a été reçu par un groupe d'à peu près 100 personnes qui criaient à fond et ils ne l'ont pas laissé faire son discours, ses remarques. Ça criait continuellement beaucoup de vulgarité, incluant des attaques vicieuses sur sa fille, etc., etc., etc. Ce qui était intéressant et très unique de ce cas, c'est que la personne l'administrateur qui a été envoyé pour maintenir l'ordre et qui avait été averti de ce groupe de protestateurs était le dean de l'Université de l'inclusion. Et cette personne n'a rien fait et pour humilier le juge, se comporter comme un autre protestant. Donc, elle a pris la part du groupe, lui a fait la morale, lui ont dit à quel point c'était une mauvaise personne. Et voici une citation qui dit: c'est incomparable de dire que pour plusieurs personnes ici, votre travail a blessé. Elle a continué encore. Elle a continué encore. Si les Juifs, peut-être que vous avez déjà entendu parler d'eux, hein, ça fait la page dans les nouvelles. La douleur que la division cause. Avez-vous quelque chose de si important à dire sur la COVID, les fusils, qui vaut l'impact sur la division de ces gens? Donc, ensuite, elle, évidemment, elle a dit, moi et plusieurs personnes dans cette administration croyons absolument dans, pas tout le monde, mais plusieurs personnes croyons dans la liberté de parole. Mais ensuite, elle a conclu avec une suggestion que les étudiants euh, ont attisé la formation d'activisme pour détourner là, ces politiques de liberté de parole. Je comprends pourquoi les gens ressentent la douleur si grande qu'on doit reconsidérer cette politique. Et heureusement, elles sont dans une école où elles peuvent apprendre et de représenter des habilités là, pour ces changements. Ça, c'est les paroles de Dean. euh, et à la fin de son discours, le juge a été escorté par la porte arrière par des policiers et lui ont dit, on est là pour vous protéger, mais il n'a jamais été capable de faire son discours. Donc, plusieurs ont fait le bouc émissaire là, de ce qu'elle a fait pour agir, mais je crois que le problème est plus profond que ça. Cet article le démontre quand une université donne le DEI à dire évidemment qu'est-ce qui est douloureux comme discours, ils vont le faire. Et quand l'université dit au DEI qu'ils ont le droit d'être dans un espace sécuritaire, quand l'université permet à certaines personnes d'être des oppresseurs, bien les DEI vont créer ces gens. Quand une université enseigne à ses étudiants que les discours blessants n'ont pas de place, eh bien, les étudiants vont faire ça pour prévenir cela de leur campus. Donc, je pense qu'on doit réfléchir plus en profondeur sur
quelle est la source vraiment de ce qu'on a été témoin là, dans ces écoles dernièrement? Et je conclus avec, je ne veux pas vous ennuyer quand même avec tellement d'exemples, là, mais je pourrais continuer pendant une demi-heure à vous donner des exemples, là, mais un plan stratégique DEI à Stanford de la physique. Alors, qu'est-ce qu'ils proposent pour la faculté? Eh bien, ils veulent augmenter l'engagement de la faculté, d'ajouter l'inclusion, d'améliorer le savoir sur différentes stratégies effectives, efficaces, et ils veulent faire la formation dans les gestionnaires aussi sur l'inclusivité. Peut-être que c'est OK de leur donner aussi sur des biais inconscients et donner une opportunité pour de l'acclaration de diversité. C'est un peu comme forcer les gens et d'avoir au moins un membre du comité de l'équité et l'inclusion être là qui vont leur poser des questions sur leur engagement sur le DI et l'inclusion, là. Donc, mais d'augmenter la diversité de la faculté de physique. Et le résultat dans 5 ans, c'est de changer d'une façon significative la démographie des offres aux nouvelles personnes de la faculté. Donc, on voit à quel point le DEI affecte les politiques d'embauche sous la présomption que les départements de physique sont racistes, ils ont des biais, sont sexistes. Il doit y avoir un changement significatif dans cette démographie. Je ne sais pas comment ils vont accomplir ça, là, et de faire quelque chose de constant avec nos lois actuelles, mais ça semble être le plan efficace de Stanford. Ils vont dire, ah oui, il y a beaucoup de débats. Je ne connais aucun débat et quelque chose pour repousser cette tendance. Et c'est une tendance que vous allez voir partout. Alors, c'est là où j'ai eu mes 5 fruits, si vous voulez, là, mes exemples, et qui, j'espère, démontrent que le DEI, ce n'est pas juste une politique ou des actions affirmatives ou de représentation d'inclusivité. Non, c'est des valeurs et c'est des valeurs qui vont vraiment menacer les universités et la mission parce qu'ils vont essentiellement contre les valeurs traditionnelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire particulièrement? Qu'est-ce qu'on peut faire si toi, tu ne veux pas être dans des activités politiques? Alors, premièrement, dis ce que tu penses. Je pense qu'il y a besoin de cela. Je pense que l'université serait une meilleure place si les facultés étaient prêtes à dire ce qu'ils pensent par rapport à ça et d'autres enjeux aussi. Je pense qu'il y a un sens de censure. J'ai d'autres exemples, mais j'ai dit plein de choses que je considère être anathèmes ici à l'université. Il n'y a rien qui m'est arrivé. Personne ne m'a annulé. Et évidemment, j'ai un contrat, donc je ne dis pas aux gens de dire si ça peut être dangereux pour leur emploi, mais je pense qu'ils peuvent quand même dire certaines choses. Alors, dites ce que vous pensez si vous voulez préserver un endroit de prestige et de... L'autre chose, eh bien, il y a différentes façons que vous pouvez dire ce que vous pensez, là. Alors, moi, j'ai choisi ça pour moi-même, de créer ce que les gens pourraient appeler une île légale. Alors, une série de séminaires qui s'appelle Stanford Classical Liberalism et c'est ouvert au débat de toute idée. Et c'est une opportunité pour moi là, d'avoir la portée de ce débat, de toujours distinguer un moment où pas nécessairement, là. Alors, la faculté de junior aussi, là. Plus important, je vais inviter des conférenciers avec de la controverse. Donc, peut-être Charles Murray, Amy Wax, Jordan Peterson, Peter McDonald, Ayan Hashi. Et ça, c'était une opportunité vraiment de créer une toute petite île de sanité à l'université où on peut rencontrer des personnes de différents endroits parce que la série de séminaires vraiment prend place sur Zoom. Moi, j'ai fait des connexions. Euh, j'ai développé de nouvelles idées et des opportunités de faire le bien.
Ça, c'est quelque chose qui est disponible à toute faculté, partout. Et si les gens choisissent le balado aussi, mais je pense que ça fonctionne vraiment bien pour moi et on ne s'est jamais fait fermer ou annuler. Euh, Vous le savez, là, on grandit lentement. On a des gens d'autres universités. C'est complètement non censuré, mais d'une façon aussi, c'est un événement académique. Donc, euh, c'est pas l'activisme, une session. Non, 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 non. On invite des professeurs, on invite des académiciens et des choses là, comme de différents points de vue. Alors, c'est assez formidable. La deuxième façon aussi là, de parler, c'est d'organiser des conférences. Peut-être que vous connaissez celle-là qu'on a fait en novembre l'année passée, une conférence de liberté académique. On a invité plusieurs conférenciers, conférencières, incluant Dorian, Steven Pinker, Amy Watt et tellement d'autres, des gens que vous voyez là. Peter Field aussi, un des conférenciers. Donc, les gens qui ont été annulés, Jordan Peterson, c'était une opportunité de réfléchir aux problèmes, mais aussi de penser aux solutions. On voulait que la conférence soit constructive et c'est ce qu'on a fait. Pour la première fois, c'est la première conférence que j'ai organisée qui a attiré beaucoup de médias et d'attention et de critiques. C'était attaqué comme une convention secrète. Il y avait des capacités limites juste sur invitation. Donc, on a été traité comme une convention secrète. Les gens nous attaquaient parce qu'on a invité les conférenciers problématiques et ils voulaient qu'on invite le pape François. On a dû expliquer que c'était une conférence sur la liberté académique. Donc, on n'allait pas inviter des conférenciers controverses, là. Et ils ont aussi nous accusés d'être inéquilibrés politiquement. Donc, on a essayé d'inviter 36 personnes sur anti-liberté de discussion. Donc, je ne vais pas vous donner des noms, mais on a vraiment fait un effort. Mais tous ces gens ont dit non et n'ont pas voulu se présenter. Donc, la conférence était équilibrée politiquement dans le sens que des gens de toutes les affiliations politiques discutaient, mais évidemment, c'était inéquilibré par rapport au soutien de la libre expression parce que les gens ont refusé notre invitation. Malheureusement, il y avait une pétition à la faculté là, pour fermer la conférence ou au moins de se distancer de la conférence. On a perdu des commanditaires, même des conservateurs, après qu'ils ont réalisé qu'il y aurait de la pression contre eux. Et il y a des gens qui nous ont demandé, ont mis de la pression pour désinviter les conférenciers les plus controversés, comme eux être conférenciers. Alors, on a dit non. Il y a eu beaucoup de négativité, mais la conférence a été un succès incroyable. Et à la fin de tout, on a eu du soutien du GSB, euh, l'école des affaires, là. Je pense que ce qui compte, c'était ça. La conférence a eu lieu, on a eu du succès et comme j'ai dit, certains des articles avant la conférence là, étaient là en parlant à quel point il y avait 50, une pétition là, de 50 facultés pour critiquer la conférence et appeler ça un horreur à la démocratie. C'est du langage hyperbole, évidemment. Un autre exemple là, que la critique sur les médias, mais ça a été un grand succès. Alors, voici le résultat. On a produit une déclaration de liberté. Vous pouvez le voir en ligne. Ça a pris plus de 2000 facultés qui l'ont signé. Et en termes pratiques, ce que l'on fait, c'est que on est là pour les universités autour du pays, pas juste les universités, mais toute association académique, adopter ce que l'on appelle la trifecta de Chicago en parlant des principes de la liberté d'expression, le rapport Calvin
et le rapport Shield rendant les contributions académiques avec la base seulement d'embaucher et de faire la promotion. Donc, ça, c'est le résultat de la conférence. Voici ce que les principes Chicago vont dire. À la base, ça nous dit que ce n'est pas le rôle propre de l'université de protéger des individus d'idées ou d'opinions euh, non accueillis ou désagréables ou même offensants, mais plutôt de les exposer à ce genre d'idées. Le rapport Calvin nous rappelle que l'université est la maison d'échange d'idées. Ce n'est pas une critique en elle-même, donc elle devrait demeurer politiquement neutre. L'université devrait avoir un environnement de liberté d'expression, d'indépendance aussi, de toute pression. Alors, le rapport Calvin est très bon, vous devriez le lire. Et le rapport Shields aussi, là, il ne devrait y avoir pas de considération de sexe, d'ethnie ou de caractéristiques nationales ou religieuses, croyances religieuses ou affiliation à ces décisions regardant la promotion ou le réappointement de ça. Donc, si vous voulez signer ces déclarations, voici le lien. Je vais partager la présentation aussi pour tout le monde pour que vous soyez capable d'accéder à cela. Alors, je termine avec, je ne sais pas s'il me reste du temps, là, mais mes deux sous d'idées. Si quelqu'un veut demeurer étudiant, mais vous devriez parler absolument. Là. On ne peut pas se permettre de garder le silence. Là. Vous vous devriez vivre dans une université d'une façon saine, protégée intellectuellement, sans provoquer. Là. Si vous arrivez à un point où vous vous censurez vous-même, eh bien, je pense que vous faites partie du problème et de votre point de vue, vous devez considérer l'université là, comme quelque chose de mort. Vous pouvez créer des îles de sanité, par exemple, une série séminaire, des conférences. Vous allez avoir de nouveaux amis, un environnement intellectuel rafraîchissant et beaucoup d'opportunités à cela. Merci. J'ai terminé. C'est tout ce que j'avais à dire. Est-ce qu'on devrait répondre à certaines questions? Oui. Merci, Ivan. Merci, Dorian. J'apprécie vos deux présentations. Euh, Très brave de parler dans la sphère publique de ces enjeux. Euh, Ils ont eu beaucoup, beaucoup de répercussions là, assez violentes de leur institution. Alors, mon travail, c'est de modérer les questions et de choisir. On a beaucoup de questions là. Ça va être assez facile de choisir ce qui est plus pertinent au sujet. Donc, la première question, je vais la traduire. La question, c'est qu'on peut parler librement avec nos collègues dans des forums comme ça sur l'EDI, mais à la recherche, on doit appliquer pour des subventions et ça devient de plus en plus long et j'ai aucun choix d'écrire des formules neutres aux principes de EDI et les stratégies EDI pour obtenir les subventions. Donc, comment réagir dans ce contexte et comment réagir authentiquement et honnêtement là, sans compromettre nos croyances et nos idées? Je ne sais pas si vous voulez choisir ou un des deux, là. Ça, c'est un aspect où la politique doit s'impliquer et la solution est beaucoup mieux aux États-Unis qu'au Canada. Mais voilà où je pense que de parler aux politiciens, de parler aux journalistes, de s'assurer que ces choses se produisent vraiment, ça, c'est important. Et à long terme, là, plutôt, ce genre de demandes vont partir. Et j'apprécie aussi cette question parce que je vois à quel point c'est difficile pour les gens comme en ingénierie ou les gens à essayer d'être authentiques. Là. Je pense que la pression est très forte et les subventions aussi est en jeu dans leur carrière. Donc, non seulement leur carrière, mais la carrière de leurs étudiants. Donc,
je pense qu'on doit être pragmatique et de repousser contre ces choses sans euh, entrer d'une façon trop rationnelle, là, vos carrières, vos découvertes. Là. Je ne sais pas c'est quoi la solution. Euh, Ça dépend vraiment, selon vos circonstances, hein, à la fin. Mais je pense qu'il doit y avoir, on doit repousser là. Et ce qu'on devrait repousser, là, c'est dépend où vous êtes dans vos circonstances. Peut-être vous allez continuer d'écrire les déclarations que vous devez écrire pour obtenir vos subventions, mais au même moment, euh, peut-être vous pouvez vous plaindre en privé, peut-être, et en privé ou en public, dépendamment des circonstances, parce que c'est définitivement, ça érode tout ce que l'on croit et l'institution à un niveau. Donc, je n'ai pas de réponse solide à cette question-là, mais je vois euh, à quel point c'est difficile pour des gens. euh, moi, je me sens bien, je suis dans une école d'affaires et je fais du travail théorique et je n'ai pas besoin d'écrire hein, ça. Et je n'ai pas besoin d'avoir loyauté au DEI. Si j'étais obligé, je ne sais pas ce que je ferais. La prochaine question, euh, qui pensez-vous que c'est le plus important de parler à ces enjeux DDI à l'extérieur, à l'intérieur ou dans l'université? Je pense que les deux sont bons et c'est difficile de critiquer, facile de critiquer les universités à l'extérieur, évidemment. Certains d'entre nous, on a payé un prix très cher d'avoir parlé. Ma seule expérience, moi, à Stanford, c'est de dire quelque chose qui va vous connecter avec des gens qui pensent comme vous et éventuellement, ça va amener un groupe de liberté de parole, un groupe qui vont exercer de l'influence politique là, à l'université. Mais mon impression, c'est que euh, l'université, pour répondre critique à moins de faire face à la pression du public, là, que ce soit les journaux, l'opinion du public, les temps, les choses ont changé, je pense, pour le mieux à Stanford dans les derniers temps, là, ont toujours coïncidé avec une humiliation des médias sur l'institution. Alors, je ne veux pas humilier mon institution, moi, je veux qu'elle s'améliore. Euh, mais le mécanisme a toujours été une pression externe et la pression peut venir d'une pression politique, mais à la fin, c'est les gens qui vont lire les scandales ou évidemment là, les anciens, etc., etc. Mais je pense que les deux sont très importants. Doriane, quelque chose d'autre à dire? Non, je suis d'accord, les deux sont importants. Une chose peut-être que j'ajouterais, c'est que il peut y avoir une stratégie encore plus grande qui implique des acteurs multiples. Donc, certaines personnes pourraient être plus confortables à agir à l'intérieur de l'institution dans un rôle plus silencieux. D'autres pourraient être confortables en public et de gérer les acteurs externes comme les journalistes, les politiciens. Je pense que la liberté académique, comme on a parlé aujourd'hui, là, c'est vraiment ce qu'on a besoin. Mais les gens ont différentes habilités et peut-être de parler aux médias ou les canaux de télévision et peu importe, tout ça, c'est important. Les donateurs et même les gens qui peuvent devenir deans. Et moi, j'ai ma propre question, mais il y a beaucoup de questions, alors je me sens égoïste, mais je pose la question quand même. Evan et Dorian, dans votre expérience, combien de gens avec qui vous avez géré, là, deans, les directeurs,
Et combien d'entre eux pensent qu'ils croient vraiment là, dans le DEI et sont authentiques, là? Ou combien font juste à semblant pour avoir une vie tranquille et pas se faire achaler? Donc, parce que moi, je pense que si on peut répondre à cette question, on va identifier des cibles pour l'action, hein. Vous avez l'expérience, donc, ben, moi, j'interagis avec beaucoup de Dean et de différentes personnes. C'est dur à dire, hein? C'est dur à dire de l'extérieur quelles sont les émotions externes d'une personne. Mais tout ce que je peux dire, euh, quand vous devenez un doyen ou un administrateur au gradé, c'est de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Et si je pense que l'incitatif pour le changement, on est les plus hauts administrateurs disaient quelque chose, c'est ma meilleure réponse. Donc, ma réponse est semblable. Je ne sais pas vraiment, mais les administrateurs, les doyens, les directeurs sont quand même assez académiques, là. Donc, ce n'est pas vraiment ceux qui croient aux choses les plus radicales plutôt, mais au même moment, ils sont capables d'arrêter les radicaux et ils sont des facilitateurs. Moi, je pense que euh, ils sont capables de dire non, même à des choses folles, comme j'ai mentionné ici, là. Un rapport pour rapporter les gens là, d'une façon anonyme là, sur des billets. Écoutez, c'est complètement fou, là. 56% des universités ont déjà un système semblable. Alors, juste pour répondre à ta question, je pense que la plupart d'entre eux ne croient pas vraiment en profondeur, là. D'autres, plus ou moins, mais ils ne sont pas radicaux. Et à la fin de la journée, c'est des académiciens, donc ils comprennent et ils connaissent les valeurs, mais ils ne sont pas capables de repousser euh, la bureaucratie folle. Ça, c'est ma question. Et il y a, comme le nouveau président de Harvard, il y a des présidents qui semblent être des vrais croyants en cela. Donc, ce n'est pas uniforme. Très bon point. On a une déclaration plus qu'une question. La déclaration, c'est les hommes blancs qui se plaignent sur EDI, là, c'est trop. Est-ce que Yvan compte pour. Moi, je suis latino. C'est un Latinx. Est-ce qu'on ne devrait pas tenir ça en compte dans la hiérarchie d'oppression? Il y a des bons points quand même, là. Non, non, mais ce n'est pas une question sérieuse, là. C'est une attaque là, anonyme, là. C'est essayer d'évader et de considérer sérieusement l'enjeu. Habituellement, là, c'est des gens qui réfléchissent, mais pas à un niveau très élevé. Pour essayer de faire ressortir quelque chose de sensé, Ivan, je sais que tu es jeune, mais que tu viens du Chili et il y a un nombre qui sont impliqués dans le mouvement de liberté académique et plusieurs viennent de euh, l'Allemagne de l'Est ou les régimes totalitaires de différents pays. La personne qui dit d'homme blanc et la façon de essaie de pointer là, par les gens EDI. Malheureusement, il est très difficile à comprendre. Il y a beaucoup d'échos. Alors, on fait de notre mieux. Alors, grandir sous général Pinochet, là, et la liberté des gens était totalement non-existence, hein. Ils viennent ici, ils apprécient la liberté que nous avons aux États-Unis et l'opportunité. Donc, c'est pour ça qu'elles sont impliquées dans ces mouvements. Oui, c'est intéressant. Moi, j'ai grandi au Chili et dans un environnement où on ressentait que la démocratie était très fragile. On l'a perdu dans le régime de Pinochet, mais on a aussi expérimenté
le régime marxiste Hayek. Donc, j'ai grandi dans une famille qui était très conscient que la démocratie était très fragile et que c'était quelque chose de ne pas prendre pour acquis, je crois. Ça faisait de moi probablement sensible à toute forme de libéralisme. Mais je crois que quiconque connaît l'histoire du 20e siècle sentirait de la même façon, là, peu importe où elles ont grandi et l'expérience qu'elles ont eue, là, l'expérience personnelle, mais oui, oui, c'est vrai, comme vous avez dit, là, si vous grandissez donc en Europe ou en Amérique du Sud, eh bien, vous êtes sensible particulièrement aux menaces, hein, et il y a une raison pourquoi je me sens de la façon que je me sens, mais à la fin, là, de voir le genre de menaces que nous faisons face devrait transcender notre expérience. Ça devrait être évident pour tout le monde là, qui est moindrement éduqué. Là. C'est mon impression. Peut-être qu'il y a 5 ans, ce n'était pas le cas, mais en 2023, là, où on a vu le genre de choses que j'ai mentionnées ici, je ne pense pas qu'on peut se permettre d'être complètement innocent de ce qui se passe. En tout cas, c'est mon impression. Merci. Prochaine question, c'est les syndicats académiques. Alors, à quel point vous voulez adresser aux unions académiques la contestation politique et tout ça? Malheureusement, j'ai mal compris la question, mais euh, c'est très, très rare. Je, je ne connais pas aucun collègue qui ont ça aux États-Unis. Donc ce n'est pas vraiment pertinent dans un contexte américain. Il n'y a pas d'association, de faculté ou les gens qui non, on n'a pas ça. Chaque personne négocie son propre contrat avec l'université. On a des sénats de faculté et ça, c'est important de s'impliquer. Moi, je suis membre, j'ai été élu au conseil du Sénat de la faculté. On se rencontre à tous les mois avec le président et on amène des points, ça, c'est important. Mais on n'a pas d'union de syndicats aux États-Unis. Peut-être à certaines places, mais ça doit être très rare parce que je n'ai jamais entendu parler de ça. Peut-être l'Alliance Liberté, je pense, une organisation qui vient d'être créée précisément pour défendre l'académie qui est sous attaque à cause de leur libre discussion. Donc, ils donnent une défense légale et ils jouent un rôle très, très actif aussi. Et les choses qui me viennent en tête dans un contexte américain, là, mais il n'y a pas d'union, pas de syndicat. Si je pouvais faire un suivi sur cette question, j'ai mentionné à l'après-introduction que Dorian fait partie de Heterodox Academy et d'autres associations aussi. Là. Je pense qu'il a dit. Alors, ce genre d'organisation, avez-vous trouvé que ces organismes aident à promouvoir la liberté académique ou défendre, disons, Dorian, comme toi, en tant qu'individu qui ont été poursuivis comme toi? Bon, différentes personnes ont différents points de vue sur ces organismes et il y en a différentes avec différents objectifs. Personnellement, je pense ceux que tu as mentionnés sont bons. ACTA en est très bon. Fire, est-ce que tu as dit Fire? Non. Liberté de Fondation pour les droits individuels et l'éducation. Maintenant, c'est expression au lieu d'éducation et c'est utilisé pour un programme encore plus large parlant de tous les enjeux de la société. Je pense que c'est formidable. On devrait s'y joindre, rencontrer des gens au travers de ça. Donc oui, je suggère à tout le monde. À Chicago, on a commencé un groupe de You Chicago Free
des membres de la faculté. On a une liste de courriels. On a des réunions avec le président et avec des enjeux. Donc, des choses locales aussi, ça peut être très utile. C'est très important. Il y a beaucoup d'organisations là, qui soutiennent, là, euh, donc qui sont créées. Alors, c'est très intéressant. Et vous pouvez aller aux conférences aussi. Là, on rencontre des gens et à différentes couleurs. Donc, Heterodox Academy en est. C'est quelque chose. C'est comme le National Academy of Scholars, c'est plutôt conservateur, tandis que l'autre est plus libéral. Alors, je pense que vous pouvez choisir, mais ils ont tous un engagement à poursuivre la vérité fondamentale de l'université de toute façon. Et pour les Canadiens, l'équivalence canadienne pour ça, c'est l'association nationale qui s'appelle l'Académie de la liberté académique, je pense. Quelqu'un a laissé un commentaire. Association américaine des professeurs d'université est aussi là-dedans. Donc, quelqu'un a fait un bon commentaire que plusieurs unions académiques ou associations sont derrière les initiatives de EDI. C'est un enjeu qui vient souvent à l'Université de Chicago sur le conseil du Sénat de la faculté que c'est pas clair de savoir si on votait, si on voterait le rapport Shields ou Calvin ou ça peut être dangereux, hein. C'est important d'avoir des facultés sur certaines choses, hein, d'avoir une gouvernance, mais c'est aussi important d'avoir une institution avec un leadership fort, avec des gens qui sont derrière la mission et qu'on va s'assurer que la mission continue comme elle devrait l'être. Une question sur MFI. MFI, comment s'assurer là, qu'un test de mérite qui n'est pas basé sur quels sont les critères? Bon, dans certains discours communs sur les campus d'université, MFE, par définition, est sujet aux valeurs occidentales, n'est-ce pas, Ivan? Ça fait partie de la critique woke, juste d'aller au mérite pour certaines personnes, c'est basé sur égalité, on veut dire égalité devant la loi, pas les résultats. C'est une valeur occidentale. Donc, je pense qu'on doit se tenir et dire, ben voilà nos valeurs. Nous avons ces valeurs et si tu dis que c'est moindre et tu ne veux pas, bien, va créer une autre institution, mais ce n'est pas ce que l'université représente. Moi, c'est la façon que je traiterais ce commentaire, mais la façon qu'on s'assure que les billets ne sont pas introduits, c'est très clair, c'est direct. On crée des algorithmes pour l'admission ou la sélection de facultés. On fait des tests A-B, donc peut-être qu'on a deux algorithmes un peu différents et on désigne la fonction d'objectif sur ce que l'on veut atteindre avec ta classe ou ta faculté. Et ensuite, 5 ou 10 ans plus tard, tu évalues l'algorithme et les revises. Donc, si l'algorithme A a fait mieux que le B, eh bien, on y va avec celui qui a bien fonctionné. Malheureusement, Dorian est gelé. Ouais, c'est Dorian. Dorian, peut-être réparer quelque chose ou la vitesse de ton Internet. Alors, Ivan, une autre question? Oui, une autre question. La prochaine question, c'est Professeur M. Comment pensez-vous, comment ça serait perçu par les étudiants en loi de Stanford? Ça dépend. Probablement d'une façon négative par le groupe activiste, hein, ceux qui crient haut et fort, qui
crier contre le juge, mais je pense que la majorité des étudiants en droit ne sont pas comme ça, mais oui, il y a une minorité très forte là, qui serait contre ce que j'ai dit, mais c'est correct. C'est leur droit, c'est leur droit, c'est leur opinion. Ils peuvent détester, ils peuvent me repousser, mais moi aussi, j'ai droit à mon opinion et je veux faire mon point, c'est tout. Donc, il y a une perception que les étudiants en droit ont tendance à être plus radicaux, là, définitivement plus radicaux que l'école de business, l'école des affaires et d'autres aussi étudiants de l'université. Désolé, ma fille a déplugué l'Internet. Bon timing quand même. Certaines des questions on demande sont anonymes. Donc, les doyens, les directeurs, les étudiants en loi, j'essaie de trouver une question qui... voici une question pour Ivan. Vous avez déclaré que votre travail académique était apolitique. Alors, cette idée maintenant résonne bien avec moi, mais ma compréhension, malheureusement, inaudible. Comment pouvez-vous être net dans votre travail de faculté d'affaires? Eh bien, quand je dis que c'était apolitique, j'écris des modèles, évidemment, d'information et des problèmes dans les marchés capitaux, mais je dirais que mon opinion politique, j'ai toujours gardé mes opinions politiques privées jusqu'en 2020. Évidemment, j'avais des opinions politiques, certaines peut-être que vous pensez qui étaient quand même assez fortes, mais je suis devenu plus ouvert sur les opinions politiques en 2020 parce que c'est comme si je n'avais pas d'alternative et mon opinion politique que j'ai partagée était celle qui avait quelque chose qui avait rapport avec les valeurs de l'université. Donc, je ne m'en vais pas partout pour partager mes opinions politiques là, sur le capitalisme ou toute autre issue sociale, mais la seule chose qui était plus explicite, mais très peu à voir sur mes recherches, là, c'était ce qui avait rapport avec la transformation politique de l'université. Alors, évidemment, je ne suis pas neutre. Je pense que liberté d'expression, l'ouverture, c'est important. Les valeurs politiques pour l'université sont essentielles. Et je ne pense pas que les transformer comme on essaie de le faire va amener à rien de positif pour personne, ni pour la société. Donc, je l'ai dit. Évidemment, quand je fais mes recherches, ce n'est pas des choses qui apparaissent, là, mais j'ai décidé que je devais parler peut-être en écrivant ou simplement le disant dans des réunions publiques où c'est essentiellement ce que je voulais dire en disant que je deviens moins neutre politiquement. Alors, on peut même dire que ma recherche sur la théorie n'est pas neutre à une certaine étendue parce que c'est basé sur une présumée d'anthropologique de ce qui est bon ou mauvais ou qu'est-ce qu'un être humain, à quel prix. Mais ça, c'est une discussion totalement différente, là, au-delà de la portée d'une discussion d'affaires. Certaines choses aussi, la liberté académique garantit à la faculté d'avoir un discours libre politique. Donc, c'est important qu'on le reconnaisse. Donc, c'est totalement OK si un membre de la faculté veut représenter dans la sphère politique à l'extérieur de la classe, mais ça ne te donne pas le droit de faire une représentation politique dans ton rôle comme professeur. Moi, j'enseigne la physique, les mathématiques, et ce ne serait pas approprié pour moi d'aller faire un discours sur pourquoi j'aime ce candidat à la présidence et pas l'autre. L'autre chose aussi, je ne sais pas si on a impliqué ça dans le questionnaire, mais ça me rappelle un mouvement philosophique que j'entends souvent les gens vont dire, et c'est tout est politique. Alors, moi, je vais présenter cette notion politique dans tout. Je ne pense pas que c'est correct de faire ça. C'est vrai qu'il y a des
présomptions philosophiques qui sont en dessous de toutes mes actions et qu'on peut les reconnaître et les examiner, mais ce n'est pas la même chose que de dire tout est politique. Très bon point, Dorian. Euh, on ne fait pas de prosélytisme dans la classe d'école, donc surtout la science sociale. Mais ce n'est pas de protéger ça par la liberté académique. Si l'université les renvoyait pour cette raison, ce serait correct avec les principes de liberté académique. Je ne pense pas que ça va se produire, mais quand même. Ah, on a beaucoup de questions, malheureusement, mais on n'a plus de temps. Alors, peut-être pour une dernière, il nous reste 3 minutes. Pourriez-vous commenter la réalité qu'il y a un activiste, un élément d'activiste qui représente vraiment ce genre d'initiative? Ben, je pense que ça varie beaucoup, hein, dépendamment de la discipline. Il y a certains départements habituellement qu'on appelle des études ex, où c'est comme la majorité de la faculté qui se considèrent comme activisme ouvertement. Et ils vont dire, on ne devrait pas dire la tour d'ivoire, on devrait essayer d'influencer les gens sur le terrain. Dans un département, je pourrais dire, certains départements que c'est la minorité, qu'il y ait des activistes comme ça, mais il y a souvent une minorité très bruyante qui entêtés, là, qui veulent se rendre aux réunions et retourner faire leurs recherches. Donc, une petite minorité peut vraiment prendre de force la majorité. Je pense qu'il y a une toute petite minorité. Je crois qu'une fois, j'ai rencontré un jeune groupe de différents départements. Donc, ça devait être multidisciplinaire comme groupe qui représentait toutes les écoles et les départements de Stanford. Et je leur ai dit, s'ils pensaient que l'université devait faire avancer la justice sociale ou la recherche de la vérité. J'ai donné deux options exclusivement, mutuellement exclusifs, là, et je me souviens que les 2 tiers ont voté par rapport à la justice sociale. Donc, ça vous donne un aperçu de ce qui se passe, hein, particulièrement avec les plus jeunes membres de faculté. Et ils n'achètent pas l'idée là, que l'université sa mission principale, son objectif, c'est la recherche de la vérité. Je pense qu'ils sont plus sympathiques avec la vue que l'université est un outil de justice sociale et que c'est le rôle primaire que l'université devrait avoir et exercer. Donc, c'est vraiment, je suis d'accord avec Dorian, mais je pense que ça varie différent par la génération. Peut-être les plus jeunes ne sont pas des activistes, mais ils sympathisent avec leur vue, avec leur vision plutôt. C'est le problème. Alors, je termine sur ce point. Euh, Moi-même et probablement plusieurs personnes sur cet appel, quand j'étais à l'école secondaire, mes professeurs étaient vétérans de la Deuxième Guerre contre les nazis et sont revenus et maintenant ils enseignent dans les écoles secondaires. Donc, ils adhéraient fortement là, sur ces idéologies qu'on parlait aujourd'hui là, et transféraient ça aux étudiants, donc jusqu'à l'université. Donc, nous sommes des produits d'un système d'éducation là, qui est avec une idéologie assez singulière. Euh, j'ai dépassé d'1 minute, alors de la part du comité, tout le monde sur le webinaire, merci. Doriane et Iran aussi, là, euh, bravo pour votre travail et merci pour tout ce que vous faites, ce que vous publiez. Alors, très reconnaissant d'avoir été sur ce webinaire pour nous aider à s'éduquer. Alors, merci beaucoup. Euh, merci, hein, merci pour l'excellente modération. Merci, Robert.